Donc, rebonjour. Moi, j'ai l'immense privilège de présenter le conférencier invité d'aujourd'hui. Je pense que ça va être une conférence vraiment enrichissante pour tout le monde ici. On est assez privilégié, je trouve, dans l'Est du Canada, de par le climat humide, de par, disons, un climat plutôt favorable. Quand on va en France, quand on va dans le sud de la France, on voit des choses qu'on n'a pas encore vues ici. Des catastrophes en série, des feux, des chablis, des insectes exotiques, mais avec des impacts assez catastrophiques sur des essences commerciales très importantes. Donc, Hervé, il va un peu nous parler de ça, mais je recule d'un pas. Hervé a obtenu un PhD en écologie forestière et entomologie à l'Université d'Orléans. Il était déjà à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qu'on connaît sous l'acronyme INRAE en France. Il est maintenant directeur de recherche à l'INRAE et spécialiste en entomologie forestière. Et donc, Hervé est basé dans la région de Bordeaux. J'étais allé le voir l'été dernier avec des collègues pour visiter un petit peu sa cour arrière, la forêt des Landes. Plusieurs d'entre vous sont familiers peut-être avec cette forêt-là. C'est des plantations très intensives de pins maritimes qui nous font penser aux aménagements les plus intensifs qu'on a au Canada. Pour ceux qui ont visité, par exemple, Blackbrook, dans le nord du Nouveau-Brunswick, des rendements très élevés, mais qui viennent aussi avec des risques. Mais on parle d'amélioration génétique, on parle de rotation rapide, de gestion de la végétation, d'usines tout autour de ces forêts-là. Donc, tout un écosystème forestier industriel qui dépend de ce bois-là. Et puis, c'est ça, ils subissent une intensification dramatique des régimes de perturbation depuis plusieurs années. Des feux, des sécheresses, des chablis, des insectes ravageurs. Là, maintenant, ils ont le nématode du pin qui est dans la forêt. Donc, bref, c'est un peu un avant-goût de ce que les modèles prévoient pour les décennies à venir dans les régions du Québec. Et donc, Hervé, il est au cœur de la tempête des changements globaux. Il la vit depuis plusieurs années. Et donc, ses intérêts de recherche sont devraient avoir beaucoup d'écho pour nous sur ce qui devrait nous intéresser et le genre d'aménagement ou d'intervention qu'on va devoir faire. Ses recherches portent sur la relation entre biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Particulièrement, il s'intéresse à la résistance des forêts aux ravageurs, aux insectes ravageurs, dans une perspective de maintien des fonctions de l'écosystème, la santé, la biodiversité des forêts. Donc, il va nous présenter quelques constats et des pistes de solutions dans son contexte-là. Donc, Hervé. Tu me dis si c'est trop long. Oui, c'est bon. Merci beaucoup Loïc pour cette gentille introduction et surtout merci à vous tous pour l'invitation à venir faire cette présentation. C'est toujours un grand plaisir de traverser l'Atlantique pour discuter avec les collègues forestiers francophones. On a besoin d'une solidarité des deux côtés de l'océan. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de la relation entre la diversité spécifique et fonctionnelle des forêts et leur résistance aux insectes ravageurs. Et essayer de décrypter un petit peu les patrons de réponse des forêts à cette diversité à différentes échelles. On va voir depuis les peuplements jusqu'au paysage. Et puis aussi quelques pistes de solutions en identifiant les obstacles, voire les leviers pour l'implémentation de ces solutions. Alors, je vais commencer par un peu de contexte. Alors, je ne connais pas bien l'état de la santé des forêts au Canada et au Québec, mais pour ce qui est des forêts européennes, il n'y a pas les nouvelles sont plutôt très mauvaises. Avec des collègues, nous avons reconstitué une longue série chronologique de photos satellites, c'était du Landsat, depuis les années 80. Et en appliquant un modèle de classification, ce qu'on montre, c'est une augmentation des dégâts forestiers, de tous les types de dégâts forestiers à l'échelle de l'Europe, avec deux caractéristiques particulières. La première, c'est qu'on voit une espèce d'accélération à partir du tournant des années 2000. Et le deuxième constat qui nous a beaucoup surpris, c'est que c'est plus les forêts, c'est plus les incendies de forêt, c'est plus les grands systèmes de tempête. Finalement, ce sont les insectes ravageurs, les champignons pathogènes qui font le plus de dégâts en forêt, avec une accumulation de 30 gigatonnes de dégâts, c'est-à-dire 3 fois plus que la somme des dégâts des incendies de forêt et des tempêtes. Alors, ça s'explique sans doute par le fait que le changement climatique a un double effet
qui favorisent les insectes ravageurs, notamment les scolites, avec d'un côté une augmentation par la sécheresse du stress des arbres, qui sont moins bien défendus contre les attaques d'insectes ravageurs. Et puis de l'autre côté, il y a un effet d'augmentation des températures qui fait que les populations d'insectes ont plus de générations et donc se multiplient et rentrent dans une phase de pullulation. Donc on avait fait ce constat je crois que c'était en 2024. Et cette année, en 2026, l'Union européenne a sorti son état des forêts européennes, officiellement, donc State of European Forest 2025. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant des données, cette fois-ci empiriques, obtenues au niveau des recensements des systèmes d'inventaire forestier nationaux, ils montrent le même patron d'augmentation des dégâts, mais surtout de changement de pattern avec un impact plus fort des ravageurs forestiers, insectes et pathogènes que l'impact des tempêtes et des incendies. Alors, en plus de ces ravages liés aux insectes et pathogènes indigènes, on a ce problème de l'accélération des invasions biologiques partout dans le monde. Aux USA, donc je pense qu'au Canada, c'est un peu pareil, en Nouvelle-Zélande, mais également en Europe, avec cette courbe exponentielle qui s'explique là essentiellement par l'augmentation des trafics internationaux d'échange de marchandises, donc c'est le global change, si on peut dire. Et en Europe, nous, on a montré qu'il y avait à peu près 6 espèces nouvelles qui arrivaient chaque année dans les forêts européennes et qui s'établissaient, c'est-à-dire pas seulement des interceptions dans les ports et les aéroports, mais des espèces qui vraiment sont retrouvées sur les arbres et la forêt. Et donc, je participe à une expertise pour le gouvernement français. On essaie de catégoriser ces insectes ravageurs pour voir s'ils sont susceptibles d'être qualifiés d'insectes de quarantaine. Et rien que l'an passé, on a eu à traiter de 9 cas d'insectes ravageurs exotiques, ce que vous voyez ici, des scolites et puis des longicornes. Et puis, comme Loïc l'a indiqué, hélas, cette année, on a le nématode du pin qui vient d'être détecté dans la forêt des Landes de Gascogne. C'est un nématode, c'est un petit ver minuscule, microscopique, qui est vectorisé, enfin qui est transporté par un insecte qui est Monocamus galloprovençalis, ce longicorne que vous voyez là. Et malheureusement, aucun endroit dans le monde où ce nématode a été introduit, personne n'a réussi à l'éradiquer. Donc on est vraiment dans des troubles, une crise majeure actuellement pour notre massif. Et puis là, en dessous, j'ai mis quelques photos de vos insectes ravageurs exotiques. Donc je pense que vous n'êtes pas épargnés non plus. Alors, dans ce cadre-là, le phénomène d'augmentation de ces dégâts se traduit par, pour les forêts françaises, un effet majeur sur le puits de carbone forestier. En l'espace de 10 ans, il a été divisé par 2, donc, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour l'atténuation du changement climatique, avec à peu près la moitié due à une perte de croissance des arbres, donc un effet direct du changement climatique, plutôt la sécheresse, et puis un effet aussi par l'augmentation des dégâts de ces scolites qui ont tué beaucoup d'arbres. Donc, cette dégradation de l'état des forêts nous a amené, sur l'initiative de collègues canadiens qui sont dans la salle, à écrire une tribune pour expliquer qu'il fallait changer de paradigme pour la gestion des forêts et passer d'un objectif de maximiser le profit via la production de bois, etc., à plutôt travailler sur la prévention de ces risques pour maintenir finalement l'intégrité des écosystèmes forestiers. C'est finalement plus important que juste chercher à produire du bois, simplement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, au niveau européen, la Commission européenne, qui est un peu l'organe de gouvernement de l'Union, a écrit, rédigé et proposé une nouvelle stratégie 2030 pour les forêts européennes et propose, ce qui est assez remarquable, de favoriser la diversité des arbres, donc produire des forêts mixtes à la place des grandes monocultures de plantation, dans un but justement de maintenir cette intégrité et la résilience des forêts. Donc effectivement, il me semble très important de proposer ça parce que ce qu'on constate, c'est que les grandes monocultures d'arbres, elles sont a priori plus vulnérables aux grandes pullulations d'insectes ravageurs. Alors, je vais pas revenir sur un cas canadien, vous connaissez mieux que moi, le Dendroctone des pins qui a causé des centaines de millions, voire des milliards, 1 milliard, je crois, d'arbres morts, donc sur des surfaces gigantesques. Alors, on se pensait un petit peu épargné par ce genre de catastrophe, mais on a exactement observé les mêmes effets du changement climatique en Europe avec des pullulations gigantesques sur les grandes plantations d'épicéas où vous voyez en haut la forêt avant qu'une série d'années particulièrement chaudes
et sèches 2019, 20, 21 eh bien, se traduisent par une pullulation de cet autre scolite, le scolite typographe, qui a probablement provoqué plus de 500 millions d'arbres morts partout en Europe. Alors, si on constate que les pullulations sont plus fréquentes dans les grandes monocultures d'arbres et que, par contre, on a extrêmement peu de recensement dans la littérature de grands problèmes sanitaires pour les forêts hyper diverses, notamment tropicales, on peut effectivement se poser la question, est-ce que les mélanges d'espèces d'arbres ne seraient pas une façon d'améliorer la résistance et la résilience ? Cependant, comparaison n'est pas raison. On ne peut pas juste dire bon, les forêts très diversifiées tropicales sont résistantes et donc on va diversifier parce qu'il y a des effets confondants, ce n'est pas les mêmes espèces, ce n'est pas le même climat, etc. Donc ça fait à peu près 25 ans qu'on essaye de répondre à cette question. Est-ce que effectivement les forêts diverses sont plus résistantes? Et pour cela, on a fait appel à une autre méthode de travail qui est ce qu'on appelle les méta-analyses, c'est-à-dire qu'on compile les données un grand nombre de publications dans la littérature. On standardise finalement les résultats de chaque publication et on recalcule par analyse statistique un effet moyen du test que l'on fait. Et là, en l'occurrence, pour éviter ces effets confondus entre espèces, entre climats, etc., on est parti sur une comparaison à l'échelle de l'arbre, d'une essence donnée. On a regardé un insecte ravageur particulier de cette essence-là et on a juste comparé les dégâts pour ce même insecte ravageur, pour cette même essence forestière, mais selon que cette essence était conduite en peuplement pur ou en peuplement mélangé. Et donc, pour évaluer l'effet de cette diversification, on a fait le ratio entre les dégâts donc purs et le dégât dans le mélangé. Et puis, pour des raisons statistiques, on en prend le logarithme, je passe sur les détails. Ce qui fait qu'en fait, si le ratio est inférieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a moins de dégâts dans les peuplements mélangés que dans les peuplement pur, on a un log négatif. Donc on a étudié la littérature, on a compilé les résultats depuis les années 50 et sur plus de 624 comparaisons entre peuplement pur et mélangé d'une même essence, on observe cet effet significativement négatif, c'est-à-dire moins de dégâts dans les peuplements mélangés pour cette essence-là que dans les peuplements purs, avec une réduction de l'ordre de 20% du niveau de dégâts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet effet de résistance des peuplements mélangés, alors, quand on dit résistance des peuplements mélangés, c'est résistance par association de différentes essences, hôtes et non hôtes. C'est pour ça qu'on appelle ça la résistance par association. Et cette résistance par association, on l'observe pour une majorité, si ce n'est toutes les guilles trophiques. Donc, guilles trophiques, ça veut dire les différentes façons d'attaquer, de manger ou de détruire l'arbre. Donc, que ce soit pour les scolites, on a pas mal parlé maintenant, les défoliateurs, ceux qui détruisent les feuilles, les séminiphages qui mangent les graines, les insectes d'égal, les mineuses qui font des petites galeries dans les feuilles, les tordeuses, vous connaissez ça, et puis même les pucerons. Donc, on a un effet général de résistance par association. Et puis, on a aussi étudié un peu plus précisément l'intensité, la magnitude de cet effet en fonction du degré de spécialisation de ces insectes ravageurs, en séparant les insectes qu'on appelle monophages, c'est-à-dire c'est ceux qui attaquent les arbres, les espèces d'arbres qui appartiennent au même genre, par exemple tous les pins. On a comparé ça avec les insectes oligophages, donc ça c'est ceux qui attaquent les arbres appartenant à la même famille, par exemple les pinacées, donc qui peuvent attaquer les pins ou les épicéas, et puis les polyphages, ceux qui qui peuvent attaquer aussi bien des feuilles des conifères. Et ce qu'on voit, c'est que plus l'insecte est spécialisé, par exemple les monophages, plus l'effet est important de la réduction des attaques en fonction du mélange. Et je rappelle juste que donc on a à peu près 40% de réduction des dégâts, et ces insectes monophages, en fait, c'est l'essentiel des ravageurs de nos forêts. Alors bien sûr, on a un peu moins d'effet sur les oligophages, et puis ça ne vous surprendra pas qu'on a un effet neutre sur les polyphages, puisque par définition, ils peuvent s'attaquer à différentes espèces d'arbres, donc dans les mélanges, ils peuvent aussi trouver de quoi manger dans les différentes espèces. Alors on est allé un peu plus loin, on a essayé aussi de regarder l'effet du nombre d'espèces en mélange, et pour ça, on a fait dans un projet européen un suivi de plus de 200 forêts réparties un peu partout en Europe, avec un gradient qui allait de 1 à 5 espèces, en prenant soin que les 5 espèces présentes dans le mélange étaient aussi présentes dans des peuplements à 4, 3, 2 et aussi en monoculture. Et en analysant la défoliation, alors cette fois-ci en allant directement dans les forêts et en observant nous-mêmes,
on a constaté cette réduction des dégâts de défoliation à mesure que la diversité augmentait, avec une réduction de l'ordre de 30% entre le peuplement pur et le peuplement mélangé à 5 essences. Chose aussi, à mon sens, très intéressant, et ça, c'est des résultats tout à fait récents qui vont être publiés dans 1 ou 2 semaines. On a reçu l'acceptation de la publication. On a étudié l'effet de la diversité, non seulement sur les espèces indigènes, mais aussi sur les espèces qu'on appelle exotiques envahissantes. Je ne sais pas si vous dites ça au Québec. En France, on dit ça, les EE. Donc, ces espèces envahissantes, on est allé de la même façon comparer leurs dégâts en peuplement pur et en peuplement mélangé. Et ce qu'on observe, c'est le même effet de réduction lié à la diversité des arbres. Alors là, on s'est focalisé uniquement sur les forêts tempérées, et c'est surtout des espèces spécialistes des forêts. Et ce qu'on observe, c'est cette réduction de plus de 30% des dégâts, même de ces espèces exotiques, dans les forêts mélangées. Donc ça, c'est un peu le constat de ce phénomène, de ce grand patron de réduction des dégâts d'insectes ravageurs indigènes et exotiques dans les forêts mélangées. Là, maintenant, je vais essayer de prendre quelques minutes pour vous expliquer quelques mécanismes qui expliquent cela. Il y en a 4 en tout. Des mécanismes qui, en fait, peuvent se comprendre le long d'un espèce de schéma de succession d'étapes qui fait qu'on suit l'insecte entre le moment où il va essayer de chercher et localiser son habitat, sélectionner son arbre hôte et puis le consommer. Le tout étant éventuellement contrôlé par ses ennemis naturels. Donc je vais reprendre pas à pas cette succession et commencer par le premier mécanisme explicatif qui est ce qu'on appelle la réduction de l'accessibilité à l'arbre hôte quand celui-ci est voisin d'un arbre non hôte. Donc retenez bien ces 2 aspects parce que je vais en parler beaucoup. L'arbre hôte, c'est celui qui est consommé par l'insecte ravageur. Le non hôte, il n'est pas consommé. Et il peut protéger son voisin. Alors il peut le protéger, par exemple, en étant plus grand, plus haut, avec un houppier plus large qui va masquer, si vous voulez, à la vue, par exemple, des insectes, puisqu'ils peuvent aussi repérer les arbres en fonction de leur silhouette ou de leur couleur. Il va masquer la présence d'un arbre hôte. Et donc, pour expliquer cette réduction de l'accessibilité de l'arbre hôte par son voisin, on a appelé ça la tree apparency en anglais, et donc l'apparence de l'arbre, qui est plus faible quand son voisin est plus grand, par exemple. Et ce phénomène de masquage, notamment physique, on l'a retrouvé sur un grand nombre de cas, notamment sur le fameux scolite, le typographe. Donc ça, c'est des essais qu'on a fait en Allemagne. On a montré que dans les peuplements d'épicéa pur, on avait des grosses pullulations, alors que quand l'épicéa est mélangé avec d'autres essences plus grandes que lui, notamment le sapin Douglas et puis dans certains cas le hêtre, on avait une réduction des attaques du typographe. On voit la même chose pour cet insecte exotique envahissant qui est le cynipe du châtaignier, qui attaque beaucoup de châtaigniers en Europe. Et puis pour la processionnaire du pin, ça c'est un défoliateur qui est le pire ennemi des forêts de pin du sud de l'Europe. Vous avez peut-être vu ça dans la forêt des Landes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré cet effet de réduction des attaques en fonction de 2 dimensions de l'apparence. D'abord entre les peuplements entre eux, c'est-à-dire qu'un patch de pin était protégé par un patch de voisin de bouleau, par exemple, si le bouleau était plus grand, mais aussi à l'intérieur du peuplement, si un arbre, un bouleau individuel était plus haut que le pin voisin, ce pin-là était aussi moins attaqué. Donc un effet à 2 échelles spatiales de cette protection, on va dire physique. Mais cette réduction de l'apparence, elle est non seulement physique, elle peut être aussi olfactive, parce que les insectes ravageurs utilisent surtout les odeurs des arbres pour les repérer. Ils ont des capacités de détection au niveau des antennes qui leur fait reconnaître des composés volatiles organiques qui sont émis par les arbres. Alors par exemple chez les pins, ça peut être des terpènes, monosesquiterpènes qui sont très volatiles. Et on s'est posé la question de savoir si la présence d'arbres non hôtes pouvait aussi provoquer une espèce de leurre, de masquage chimique dans l'attractivité des arbres hôtes. Pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé des branches de bouleau. Alors notre bouleau européen, Betula pendula, et pour ne pas avoir un effet confondu avec la hauteur, on l'a juste coupé et posé au sol, au pied d'arbres sensibles à la procession du pin, donc en l'occurrence le pin maritime, et on a comparé les attaques. Et ce qu'on a observé, c'est que la présence de branches de bouleau réduisait la capacité des insectes à repérer l'arbre et à poser des
des nids et puis ensuite de faire des défoliations sur ce pain maritime. Alors on est allé un peu plus loin, on a fait des études d'électronténographie pour essayer d'identifier les molécules en jeu et on a identifié une molécule qui est particulièrement efficace qui s'appelle salicylate de méthylsalicylate, qui est quelque chose que vous devez connaître parce que quand vous frottez des feuilles de votre bouleau jaune, je crois que c'est Allegensis, c'est ça, vous sentez une odeur très très forte et c'est le méthylsalicylate. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve répulsif contre notre processionnaire du pain. Donc on essaie de développer des travaux pour utiliser mieux ce méthylsalicylate maintenant. Donc réduction de l'apparence physique et chimique par le voisinage d'arbres non hôtes voisins. Le deuxième grand mécanisme, c'est que quand vous mélangez des arbres hôtes avec des arbres non hôtes, à même densité, vous réduisez forcément la proportion d'arbres hôtes. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Et donc ça, on l'a vu et bien chiffré avec nos méta-analyses. Et vous voyez que là, sur cette courbe qui vous montre l'effet du mélange en fonction du pourcentage de l'essence haute, on voit que quand ce pourcentage diminue, eh bien, on a un effet plus important du mélange. Et on a même pu identifier la proportion efficace. Elle est autour de 30%. Ça veut dire qu'il faut au moins 30% d'essence non haute pour avoir ce gain significatif de réduction des attaques dans les peuplements mélangés, aussi bien, vous le voyez ici sur cette courbe, pour les insectes exotiques que les insectes indigènes. Le troisième grand mécanisme, c'est un effet de modification des traits foliaires qui sont impliqués dans la défense des arbres aux attaques d'insectes ravageurs par la présence de voisins non hôtes. Alors ça peut s'expliquer par le fait que la diversité des arbres au niveau du peuplement peut modifier les conditions microclimatiques. Par exemple, un arbre plus haut non hôte peut faire de l'ombre, et donc cette ombre peut modifier la façon dont l'arbre hôte va exprimer ses traits foliaires. Ça peut être aussi via la compétition pour les nutriments. Ça peut être aussi des arbres non hôtes qui diffusent ces composés volatiles organiques, comme je viens de l'expliquer pour le bouleau et le pain maritime. Toujours est-il qu'on travaille de plus en plus à la modification des traits foliaires, ce qu'on appelle une adaptation locale qui est induite par la présence d'arbres non hôtes. Et ça a été démontré par un certain nombre d'expérimentations qui ont, par exemple, observé une plus forte concentration de polyphénol ou de tanins condensés, qui sont des substances de défense contre les défoliateurs, dans des peuplements mélangés en comparaison avec des peuplements purs. Donc le troisième mécanisme était aussi lié à des interactions entre arbres. Par contre, le quatrième mécanisme dont je veux parler, c'est le fait que les forêts mélangées abritent une plus grande diversité, une plus grande abondance de ce qu'on appelle les ennemis naturels, donc qui sont les prédateurs, les oiseaux insectivores, les chauves-souris, mais ça peut être aussi des parasitoïdes qui vont pondre dans les œufs ou dans les larves d'insectes ravageurs. Et là, en faisant à nouveau une méta-analyse, on a pu démontrer qu'on a une plus grande diversité, une plus grande abondance de ces ennemis naturels dans les forêts mélangées, comparé aux forêts pures. Donc ça, c'était une approche, on va dire, un peu analytique en utilisant des publications, mais on est allé un peu plus loin de façon un peu plus expérimentale. Et pour cela, on a utilisé ce qu'on appelle les fausses chenilles. Donc c'est des chenilles en pâte à modeler que l'on forme pour ressembler à des vraies chenilles, avec une couleur qui ressemble à des chenilles de défoliateurs. Et puis on les a posées sur des branches d'arbres, dans des peuplements purs et des peuplements mélangés, dans notre réseau de dispositifs expérimentaux qu'on appelle TreeDivNet, Tree Diversity Network. Il y en a au Canada, on pourra en reparler. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a plus de coups de bec, puisque les oiseaux sont des animaux assez curieux. Quand ils voient une chenille, ils se demandent si c'est bon à manger. Donc ils donnent un coup de bec pour tâter et goûter. Et puis si c'est bon, ils mangent. Et si c'est pas bon, ils s'en vont. Donc nous, on peut compter le nombre de coups de bec sur les chenilles. Et ce qu'on a observé, c'est cette augmentation du nombre de coups de bec d'oiseaux insectivores à mesure qu'on augmente la richesse spécifique dans les peuplements. Donc on a la preuve un peu directe de l'effet ennemi naturel. Donc pour conclure en partie cette observation à l'échelle du peuplement, on se rend compte donc qu'on a un effet positif sur la résistance en associant des essences hautes et non hautes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet effet de résistance par association, on l'observe dès qu'on mélange deux essences. On n'a pas besoin d'aller très loin dans le gradient. Donc c'est plutôt l'identité des essences qui est importante que leur nombre.
Et un phénomène assez général dont je reparlerai, c'est que globalement, on a un bénéfice assez systématique quand on mélange les feuillus et les conifères, même à seulement 2 essences. C'est ce que je montre ici dans le petit coin en haut à droite, où les mélanges conifères-conifères et feuillus-feuillus entraînent une réduction de 27%, alors que les mélanges conifères et feuillus doublent finalement cette réduction. Donc ça veut dire, voilà, la composition du mélange est finalement plus importante que la richesse spécifique. Et puis deuxièmement, comme vous l'avez compris, l'effet de protection, il est lié un peu à l'intimité du mélange, c'est-à-dire la proximité des arbres avec les autres pour réduire l'apparence, pour induire des changements fonctionnels sur les traits foliaires, etc. Et donc, si on veut réfléchir à une conversion d'un peuplement pur à un peuplement mélangé, on vous conseille d'avoir un mélange intime. Alors, évidemment, un mélange aléatoire, c'est compliqué à gérer, donc peut-être plutôt des bandes alternées, mais je vais y revenir après. Je vais y revenir parce que ça fait, ce que je vous présente là, vous voyez, c'est peut-être 10, 20 ou 25 ans de recherche et d'accumulation de données où on communique régulièrement, mais malheureusement, en tout cas en Europe et en France, on a un mal fou à ce que les forestiers relaient cette bonne idée. Donc l'adoption de la méthode de diversification à l'échelle du peuplement se heurte à pas mal d'obstacles. Le premier que nous opposent les forestiers, les gestionnaires forestiers, c'est un surcoût à l'installation. Donc là, c'est des problèmes socio-économiques, parce qu'on nous dit que les plantes feuillues sont plus chères, par exemple, que les plantes conifères. Qui va payer pour le surcoût ? On nous oppose aussi la complexité de la sylviculture de peuplement mélangé. On est dans un système où les Européens, alors certains forestiers européens sont plus dans la plantation, donc ils ont un peu perdu l'habitude de gérer des forêts mixtes un peu compliquées. Et c'est vrai que quand on mélange les essences, elles n'ont pas le même rythme de croissance. Donc comment on fait pour les éclaircies, pour la récolte finale ? On a aussi, alors ça c'est plutôt un problème européen, je ne sais pas au Canada, mais nous, la foresterie européenne est très fondée sur l'exploitation des conifères, les épicéas, les pins, les doulas. On a très peu de débouchés pour les feuillus, et donc ça c'est aussi un frein à l'adoption de ces mélanges. Alors je disais bien avant que le mélange feuillu-conifère était plus intéressant. Et puis il y a aussi une espèce d'aversion à l'innovation, un poids culturel. On a fait ça depuis tout le temps. Mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça, pourquoi changer, etc. Donc on est un peu bloqué à ce niveau-là. Et donc pour essayer de gagner en confiance et de favoriser la transition vers des peuplements mélangés, on est en train de réfléchir à un nouveau réseau d'expérimentation où on va proposer des choses un peu plus simples et peut-être un peu plus opérationnelles. Donc on l'a appelé Formix, c'est très original, ça veut dire forêt mixte ou forest mixture. Et donc là, le concept, c'est de partir sur des mélanges simples, donc deux espèces, maximum 3, des essences qui ont un intérêt économique avéré, dont par exemple le pin, le bouleau et le chêne rouge dans les Landes, et puis une plantation par bande alternée, donc 1 sur 2 ou 1 sur 3, en faisant varier les proportions, et en s'associant depuis le début avec les gestionnaires forestiers. Donc en l'occurrence, le dispositif que je vous montre ici à droite, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec l'Office national des forêts, qui est la forêt publique en France. Voilà, donc ça c'est un peu l'état des lieux à l'échelle du peuplement, mais maintenant je voudrais passer à une autre échelle qui me paraît aussi très intéressante, qui est, est-ce qu'on ne peut pas augmenter la résilience des forêts en diversifiant à l'échelle du paysage, en augmentant ce qu'on appelle l'hétérogénéité de composition du paysage, et en allant vers ce qu'on appelle, nous, la forêt mosaïque. Alors, forêt mosaïque, si vous venez actuellement en France, vous verrez sur le site web et partout dans les affiches de l'Office national des forêts, ce logo et ce concept de forêt mosaïque. Alors, pour l'instant, c'est plus de l'affichage, ils ne m'écoutent pas, mais c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place parce qu'on pense que ça a pas mal de vertus. Alors, la définition est un peu floue. Disons que c'est une forêt diversifiée à l'échelle du paysage avec des polygones de différentes compositions spécifiques, mais aussi différents modes de gestion, écouienne, inécouienne, etc., avec des longueurs de rotation plus ou moins variées, qui présentent clairement un intérêt paysager fort parce que c'est plus joli. Et puis, on pense que ça assure aussi des meilleurs services écosystémiques et une meilleure résilience. Alors ça reste à démontrer et je vais essayer de vous montrer quelques exemples en termes de résistance aux attaques d'insectes ravageurs. Alors c'est un concept que je crois vous connaissez aussi bien puisque
Alors on s'inspire beaucoup aussi de ce que vous faites de l'autre côté de l'Atlantique et on est très intéressé par votre concept de triade avec ces 3 types de forêts qui sont des forêts plutôt de conservation, des forêts plutôt de production intensive et puis des forêts intermédiaires à gestion peut-être un peu plus traditionnelle. Bref, il y a quand même un rapprochement dans les concepts entre triade et forêt mosaïque de notre côté. Alors, j'ai présenté 624 cas dans notre méta-analyse. On doit être à peu près à 700 maintenant en rajoutant les insectes exotiques. Les publications pour montrer qu'il y a un effet de résistance au niveau du paysage sont beaucoup, beaucoup moins abondantes. On est peut-être à 70 contre 700, quoi. Mais il y en a plein, il y en a quelques-unes, notamment, je suis content de montrer que vous avez bien travaillé là-dessus au Canada, et on s'en inspire aussi beaucoup. Et vous avez par exemple montré que les défoliations de la livrée des forêts sur les feuillus diminuaient à mesure que la proportion de conifères dans le paysage augmentait, avec aussi des pullulations qui duraient moins longtemps. Et inversement, vous avez pu montrer que l'augmentation de la proportion aux feuillus dans le paysage diminuait les défoliations, la tordeuse des pousses, des bourgeons de l'épinette. Donc ça, c'est des exemples intéressants. Je pense que vous avez un peu d'avance parce que vous avez des grands paysages forestiers assez homogènes et puis que vous gérez ça à l'échelle de plusieurs dizaines peut-être de kilomètres carrés, alors que nous, en Europe, on a une forêt très marcelée avec beaucoup de propriétaires forestiers, donc c'est plus difficile de travailler à l'échelle du paysage. Mais on l'a quand même fait au niveau de la forêt des Landes, qui est cette grande monoculture d'1 million d'hectares de pins maritimes, toujours sur ce modèle processionnaire du pin. Donc vous voyez la chenille ici en bas à gauche. Alors elle est très célèbre parce qu'en fait elle est urticante. Quand elle se sent agressée, elle libère des soies dans l'atmosphère et ça vous gratte et ça vous fait mal aux yeux et donc on n'aime pas trop ça. Et ça fait ces pullulations et ces défoliations que vous voyez là avec une perte de croissance de 100% s'il y a 100% de défoliation. Et donc on a fait un suivi de la dynamique pendant 4 ans des attaques de processionnaires du pin à l'échelle d'un grand paysage que vous voyez à gauche, qui est plein de plantations de pins maritimes, mais au milieu une grande ripisylve, donc une forêt riveraine le long d'un cours d'eau, qui elle est par contre occupée par des feuillus. Et ce qu'on voit, alors peut-être pas très bien, mais sur les schémas en haut à droite, en noir, en gros, c'est les plantations de pins maritimes où on avait beaucoup de défoliation de processionnaires, et en blanc où il y en avait moins. Et ce qu'on voit assez bien, c'est que le centre, la diagonale nord-ouest-sud-est est plutôt pauvre en attaque de processionnaires. Et justement, c'est les plantations qui étaient proches de la ripisylve et donc qui ont limité la défoliation. Donc ça, c'est la relation, on va dire, statique entre hétérogénéité, composition d'un paysage et niveau d'attaque d'un secteur ravageur. Mais on s'est aussi intéressé à l'effet de l'hétérogénéité du paysage et notamment de composition sur la propagation de l'épidémie, sur la vitesse à laquelle avançaient les pullulations ou les défoliations. Et là, c'est plus évidemment pertinent pour les espèces exotiques envahissantes. Donc pendant une quinzaine d'années, on a travaillé sur l'invasion d'une île de Méditerranée qui s'appelle la Corse, que vous connaissez peut-être, qui est au sud de Marseille, entre la France et l'Italie, qui a été envahie par ce qu'on appelle la cochenille du pin maritime, la cochenille, ça pompe la sève, ça injecte une salive toxique, et en gros, ça fait dépérir l'arbre qui meurt assez vite. Et donc, pendant 15 ans, on a, pauvres de nous, tous les étés, compté le nombre d'arbres morts en alternant analyse terrain et plage le long de la côte méditerranéenne. Et donc, en suivant ça pendant 20 ans, en positionnant aussi des pièges pour attraper le mâle de cette cochenille qui est ailée, on a pu montrer une vitesse de propagation qui était diminuée par la proportion d'essences non hôtes, et en l'occurrence la présence de feuillus dans le paysage de Corse. On a également analysé l'effet de l'hétérogénéité du paysage sur le vecteur, ce fameux vecteur de ce fameux nématode du pin. Alors, on a fait ces expérimentations avant que les nématodes arrivent, mais c'était pour préparer un petit peu les forestiers à l'imminence de cette crise majeure. Et pour cela, on a fait ce qu'on appelle une expérience de marquage lâché-recapture. Donc, on a récupéré au laboratoire cet insecte vecteur, on l'a marqué, on l'a lâché au centre d'un réseau de pièges et on a
recapturer l'insecte après un temps variable et en proportion variable en fonction de la composition du paysage. Et en appliquant une méthode qu'on appelle la distance à moindre coût, Least Cost Path Analysis, on a pu montrer que en fait, la trajectoire de vol, de dispersion de cet insecte n'est pas du tout en ligne droite, mais en ligne brisée qui évite, qui contourne en fait les polygones qui composent le paysage, les polygones les plus réfractaires à la dispersion au vol, et notamment dans le cas de la forêt des Landes, eh bien les patchs ou les polygones de feuillus en mélange, les chênes, etc., et les bouleaux. Et donc on montre que finalement l'hétérogénéité du paysage va ralentir finalement la propagation de l'invasion parce que ça gêne la trajectoire de vol de l'insecte vecteur. On a aussi, alors je n'ai pas le temps d'aller trop loin, mais on a aussi montré par pas mal d'études que l'hétérogénéité du paysage favorise le maintien sur place, l'abondance et la diversité des ennemis naturels. Et là, je montre juste un cas, le cas d'une chauve-souris, dont on sait qu'elle est un prédateur majeur, encore une fois, la processionnaire du pin. Alors, pas la chenille, mais le papillon. Donc, en été, quand les papillons volent, les chauves-souris sont en capacité de repérer la nuit les papillons et les manger, les avaler. Et donc, ce qu'on a montré, c'est qu'on a une augmentation de la diversité en chauve-souris et de l'abondance. Dans les parties du paysage, on avait davantage de chênes que dans la partie où la monoculture de pin maritime est majoritaire. Donc, on retrouve un petit peu ce que j'ai expliqué au niveau du peuplement, cet effet de régulation, de prévention, on va dire, des grandes épidémies de ravageurs à l'échelle du paysage. Et là, je vais essayer de vous passer en revue ce que je considère comme les 6 hypothèses possibles. C'est un peu théorique. On manque encore d'études pour les valider toutes, mais c'est un peu un défi que je me donne aujourd'hui de vous proposer ça pour voir si vous êtes d'accord avec mes propositions. Mais en gros, j'imagine 6 hypothèses pour expliquer voilà, la meilleure résilience et résistance des paysages hétérogènes aux ravageurs. La première hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'adaptation locale. Donc, c'est la capacité d'une grande diversité d'essences de trouver dans le paysage différentes conditions stationnelles, de pente, de microclimat, de qualité de sol, qui fait que chaque essence est adaptée à sa station et donc est en capacité de croître et de résister par une meilleure vigueur à des attaques possibles d'insectes secondaires, par exemple, comme les scolites. La deuxième hypothèse, c'est la complémentarité d'utilisation des ressources, donc l'existence de différentes zones dans le paysage où certaines espèces qui ont besoin d'une complémentarité des ressources peuvent les trouver. Et là, par exemple, je vous mets la photo de la huppe faciée, qui est encore une fois un prédateur important de la processionnaire du pin. Cette fois-ci, les pupes quand elles sont enterrées dans le sol. Et ce que nous, on a montré, c'est que la huppe, elle doit nicher dans les chênes et elle doit s'alimenter dans les pins. Et donc, si vous avez un paysage hétérogène comme ça, vous avez une grande proportion une grande probabilité d'accueillir ces ennemis naturels assez efficaces. La troisième hypothèse, c'est comme pour le peuplement, ce qu'on appelle la dilution des ressources. C'est juste dire que si on a un paysage hétérogène et non pas une grande homogénéité de ressources, eh bien, on réduit la quantité finalement d'aliments, de ressources pour la reproduction de ces insectes ravageurs et donc on réduit leur capacité à passer d'une phase endémique à une phase épidémique. Et ça, c'est un peu ce qu'on a montré tout à l'heure pour la procédure du pin avec la ripicile au milieu de la grande plantation. On a comme quatrième hypothèse ce que j'ai appelé une obstacle à la propagation des aléas. Donc, je vous montrais tout à l'heure l'effet sur la propagation. Ça correspond un petit peu par analogie à ce que j'ai appelé l'apparence au niveau du peuplement et qui fait qu'en fait, la diversité des occupations du sol au niveau du paysage va bloquer la possibilité de se déplacer, soit parce qu'on a des parcelles non hôtes ou on va dire réfractaires à cette trajectoire, soit parce qu'on a des habitats interstitiels qui font le même office. Et donc, on va faire une rupture finalement de la discontinuité du couvert pour limiter la propagation. Alors, à l'inverse, si vous faites un peu d'écologie du paysage, vous connaissez le concept de connectivité. Donc là, on peut,
au contraire, améliorer la connectivité des habitats favorables, et par exemple la connectivité des habitats favorables à ces ennemis naturels qui vont réguler les insectes. Alors je dis tout de suite que ça peut avoir un effet inverse, parce qu'au contraire, ça peut favoriser la continuité d'habitats favorables à l'insecte ravageur. Donc là, il y a un compromis à trouver. Et la sixième hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse d'assurance écologique, qui s'explique par le fait que dans un paysage hétérogène, du fait de son hétérogénéité de composition, de microclimat, etc., eh bien, on peut espérer que toutes les catastrophes n'arrivent pas au même moment et au même endroit. C'est-à-dire qu'on peut avoir une année un petit feu ici, une deuxième année un petit chablis là, une troisième année une pullulation, mais ça risque pas d'être globalement réparti partout et tout le temps. Et donc, en faisant ça, ça veut dire que chaque endroit du paysage va pouvoir se régénérer en attendant que le reste continue à fonctionner. Donc, cette asynchronie de réponse permet un maintien à long terme des fonctionnements et des services écologiques des forêts à cette échelle du paysage. Alors, il y a une hypothèse supplémentaire qu'on pourrait remettre, c'est qu'en fait, il va y avoir un effet combiné de tous ces cas-là. Et des collègues allemands qui ont travaillé sur l'hétérogénéité des paysages plutôt agricoles suggèrent qu'en fait, on va avoir un maximum d'efficacité au niveau intermédiaire de la complexité des paysages, donc à la fois divers mais pas trop compliqués non plus. Et aussi une efficacité de gestion ou d'aménagement facilitée. Donc là, c'était les observations, les mécanismes, mais encore une fois, il y a des obstacles. Et alors les obstacles qu'on a, nous, en Europe, c'est qu'on a une forêt qui est, comme je le disais, fragmentée. Sur 1 million d'hectares de pas maritimes dans les Landes, on doit avoir 300 000 propriétaires, donc des micro-propriétés. Et le temps de transition, faire passer une forêt de monoculture homogène à une forêt diverse, on ne peut pas imposer à un forestier de couper son peuplement et pour remettre du chêne ou du bouleau derrière. On est obligé d'attendre que le cycle des successions de récoltes permettent de libérer un espace et éventuellement convaincre le forestier de changer d'objectif, de passer de la production intensive de pins maritimes à autre chose. Donc ça veut dire que, par exemple, ce que vous voyez sur ce schéma-là, il va falloir 4 rotations pour arriver à une diversité importante. Donc ça veut dire 4 fois 5, 200 ans. Donc on n'a pas le temps d'attendre 200 ans. Donc on est sur ce frein, ce que je dirais un problème de gouvernance et de prise de décision pour aller vers cette transition écologique au niveau du paysage. Donc l'idée qu'on propose maintenant, c'est un nouveau concept sur lequel on travaille depuis 5-6 ans. C'est ce que j'ai appelé le concept de bocage forestier. Au lieu de substituer un type d'occupation forestier par un autre, on va être dans un principe d'addition. On va ajouter un nouveau type d'occupation du sol. Et en l'occurrence, puisqu'on n'a pas la surface disponible, on va plutôt travailler sur les milieux interstitiels, et donc ce que j'appelle les haies. Et donc vous connaissez peut-être ces paysages bretons, irlandais, agricoles, où il y a des champs séparés par des haies. Et puis les écologues nous ont bien montré que ces haies sont très intéressantes parce que ça limite l'érosion, ça abrite des ennemis naturels, c'est aussi très bon pour la biodiversité. On s'est dit donc pourquoi pas faire un bocage, non pas agricole, mais forestier, dans notre grand paysage de forêt-plantation, qui est ce magnifique paysage-là que vous voyez, extrêmement monotone. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un peu barbant, on va dire, quand on traverse. On a 200 km avec que du pin comme ça. Et donc, on a monté ce qu'on appelle, nous, un living lab, c'est-à-dire en bon français, un laboratoire vivant, qu'on a appelé bocage forestier. Et avec les collègues chercheurs, mais aussi les parties prenantes, on essaye de démontrer l'intérêt de la plantation de haies forestières multispécifiques, essentiellement des feuillus, le long des plantations de pins maritimes. Alors, il y a quelques haies anciennes dont on se sert pour valider l'approche. Donc, c'est celle que vous voyez ici en vue aérienne. Et donc, on a depuis 4-5 ans un programme de recherche pour démontrer la faisabilité et l'intérêt. Encore une fois, on s'est intéressé à la processionnaire du pin. Et on a, en comparant des plantations de pins maritimes proches d'autres plantations de pins maritimes et des plantations de pins maritimes voisines d'une haie de feuillus, en l'occurrence ce sont des chênes,
on a montré qu'on avait beaucoup moins d'attaques de processionnaires derrière cette haie de chêne, et d'autant plus que la haie de chêne était haute, plus haute que le pin maritime, donc ça rappelle ce que je vous disais tout à l'heure sur l'effet d'apparence. Mais ce qu'on a aussi montré, c'est que ce que vous voyez, donc ça c'était le gradient en jaune, mais ce que vous pouvez aussi constater, c'est qu'en comparant le vert et le jaune, plus on a de haies et plus on a de feuillus dans le paysage, moins on a d'attaques de processionnaires, donc ça confirme ce que je vous disais sur l'hétérogénéité du milieu. Et puis comme on aime bien jouer avec la pâte à modeler, on a encore refait le coup des fausses chenilles, mais cette fois-ci on ne les a pas faites vertes mais marron, parce que la processionnaire, les chenilles sont plutôt marron, et comme son nom l'indique, elles processionnent, c'est-à-dire quand elle a fini ses défoliations, elles descendent à la queue leu-leu, une centaine de chenilles, et donc on a reconstitué une fausse procession de chenilles marron en plasticine les unes derrière les autres, qu'on est allé mettre en hauteur dans les peuplements de pins maritimes, à côté des haies de feuillus ou loin des haies de feuillus. Et on a montré, encore une fois, qu'il y avait moins d'attaques de processionnaires derrière la haie de feuillus, équipées de ces fausses chenilles, mais on a aussi montré qu'on avait plus de coups de bec sur les fausses chenilles quand elles étaient à côté de ces haies de feuillus. Et on a mis des enregistreurs sonores et on a pu enregistrer aussi l'activité des oiseaux. Et on a pu montrer qu'on avait une corrélation entre le nombre de prédations sur les fausses chenilles et l'activité de la mésange charbonnière, qui est un insecte qui a besoin des feuillus pour nicher en hiver. Donc on explique encore une fois le rôle des ennemis naturels avec cette approche-là. Donc je passe assez vite sur le fait que c'est aussi un réservoir pour la biodiversité. Et j'explique ici que vu que ça apparaît assez prometteur, en même temps qu'on fait ces études sur des haies anciennes, on commence à planter des haies nouvelles. On n'attend pas finalement les résultats, c'est l'approche laboratoire vivant. Et donc avec nos collègues forestiers, gestionnaires privés et publics, on s'est mis d'accord sur une liste d'espèces à planter et on commence à planter. Donc on a déjà 70 km de haies plantées en Aquitaine grâce à un financement de plusieurs projets locaux. Donc pour conclure, je dirais qu'on a des effets donc, qui, comme vous l'avez compris, majoritairement positifs de la diversité des essences à différentes échelles, aussi bien locales, donc très proches, dans le peuplement, dans le paysage, sur la résistance aux insectes forestiers, à la fois indigènes et exotiques. Et vous avez aussi compris que ce qui est important, c'est l'existence d'arbres non hôtes, donc une complémentarité fonctionnelle, plutôt qu'augmenter indéfiniment le nombre d'essences en mélange. Et là, en dernière remarque, on essaye aussi de regarder, mais on a beaucoup moins d'effets de la diversité structurale et peuplement équuyenne, inéquuyenne, différentes. Donc, globalement, retenez que la diversité fonctionnelle ou spécifique a un effet plus fort que la diversité génétique ou structurelle. Mais on a des freins, j'en ai un peu parlé, techniques, économiques et culturels à la diversification. Et donc, on a besoin de travailler ensemble à démontrer non seulement l'intérêt, mais aussi la faisabilité. Donc, actuellement, c'est peut-être parce que je suis un peu décati et proche de la retraite que j'essaye de léguer des solutions effectives, mais je pense qu'il faut davantage maintenant travailler sur cette implémentation, ce développement et cette application de ces solutions, parce que je suis profondément convaincu qu'on a la solution, mais qu'il faut essayer d'expliquer comment la mettre en œuvre. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. On a quelques minutes pour des questions. Il y a des micros qui fonctionnent. Donc, si vous avez des questions, juste avancez-vous aux deux micros qui sont là. Et puis, on va alterner l'ordre des questions. Je me suis dépêchée. Ah, c'est dur, hein, la lumière dans la Ah, ça fonctionne? Vous m'entendez? Ouais. Merci beaucoup pour cette très, très intéressante présentation. Je trouve ça super, cette idée de plantation en haies, là. Je me demandais, nous, une chose qu'on considère parfois ici, c'est la plantation sous couvert partiel d'enrichissement. C'est quelque chose qui est considéré, qui serait possible là, dans votre système? Oui, c'est une très bonne question. Alors en fait, ma dernière diapo, c'était un petit peu sur les trajectoires de diversification. Et donc, il y a plusieurs options, bien sûr, il n'y en a pas qu'une seule.
Et on travaille, par exemple, nous, sur la régénération naturelle assistée par plantation, parce que la ressource en graines n'est pas forcément disponible localement. On voit aussi qu'il faut diversifier par des essences qui sont fonctionnellement complémentaires ou différentes, qui ne sont pas forcément non plus présentes localement. Donc, on peut, alors j'aime pas trop le terme, mais on peut imaginer une sorte de migration assistée, mais là, cette fois-ci, des espèces, pour augmenter la diversité locale de façon volontariste, si on n'a pas localement le... Et on peut aussi se considérer que c'est une façon d'accélérer le processus, parce que des fois, la régénération naturelle est lente. Il y a des phénomènes par exemple, des phénomènes d'herbivorie. Quand on démarre d'une plantation pure à une forêt mélangée, il faut passer ces obstacles. Et donc, effectivement, assister à la diversification de façon volontariste et humaine, on va dire, et me paraît nécessaire dans beaucoup de cas. Merci. Hey, merci beaucoup pour la présentation, Hervé. Bonjour, ça va? Salut. Est-ce qu'il y a des espèces de Québec qui causent les cauchemars ou causent toi de perdre le sommeil en termes de l'introduction en Europe? Tu as mentionné que tu as reçu 6 nouvelles espèces par année. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'Amérique du Nord qui... Alors, il y en a 2. La première, c'est l'agril du bouleau, parce qu'on a quand même pas mal de bouleaux et on tient beaucoup au bouleau parce que c'est une essence intéressante en Europe et qui protège les conifères. Donc, c'est sur la liste des organismes de quarantaine en Europe. Et après, il y a une deuxième espèce, mais je ne sais pas si elle est déjà arrivée au Canada, c'est le nématode du hêtre. Je crois que c'est dans l'est des États-Unis, mais je ne sais pas si malheureusement vous l'avez déjà. Et on a beaucoup de forêts de hêtre, notamment en montagne, et on est aussi inquiet à cause de cette espèce-là. Cool. Merci beaucoup. Merci. Tim. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour cette présentation. Alors, au cours de la présentation, vous parlez beaucoup de l'effet de la diversité d'espèces dans une plantation sur la résistance. En gros, un peuplement avec plusieurs espèces est plus résistant. Je me demandais s'il y avait aussi des recherches qui porteraient sur la diversité au niveau intraspécifique. Typiquement, vous parlez un peu des traits foliaires au cours de votre présentation. Est-ce qu'on aurait montré, je ne sais pas, que la coexistence de populations d'origines différentes de la même espèce, mais avec des traits fonctionnels différents, serait différentiellement impactée par les insectes ravageurs ou quelque chose de ce genre? Alors, effectivement, actuellement, on fait une vaste synthèse bibliographique avec des collègues pour le gouvernement français pour comparer les différents modes de diversification. Donc, diversification spécifique, structurale, donc par exemple différentes classes d'âge, mais aussi différenciation génétique. Et le constat, il est double. D'abord, extrêmement peu de publications scientifiques sur l'effet de la diversité génétique sur la résistance aux ravageurs et aux pathogènes. Très peu. Donc, un rapport de 1 à 100 par rapport à la diversité spécifique. Quelques exemples de mélange de clones, en fait, qui nous donnent quelques informations. Mais, sur ce peu de publications, un effet qui n'est pas génial, qui n'est pas évident. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai montré, la différence de résistance entre deux arbres qui sont de la même espèce est trop faible pour impacter le comportement d'un insecte ravageur. Même s'il est oligophage, même s'il est monophage, il va considérer que tous les arbres de la même espèce sont à peu près équivalents. Donc il faudrait avoir des niveaux de résistance très contrastés pour que éventuellement ça fasse son effet. Mais il faut imaginer que rapidement, les insectes vont s'adapter à cette résistance dite génétique. Entre un arbre qu'on va changer tous les 50 ou 70 ans, il va y avoir entre 50 et 150 générations d'insectes qui vont pouvoir s'adapter. Donc globalement, ce que les collègues généticiens montrent, c'est que maintenir la diversité génétique, c'est très important pour maintenir la capacité d'évolution et d'adaptation, mais c'est à très long terme, et 2, c'est assez bien démontré pour des stress abiotiques, mais pour les stress biotiques, moi, je ne suis pas du tout persuadé. Merci. Merci. On va prendre encore 2 questions, parce qu'il faut aller de l'avant.
Bonjour, merci pour la présentation. Vous parlez beaucoup comment dire, dans les plantations mixtes, vous parlez beaucoup de la différence au niveau des hauteurs, mais Oui. la distance entre le feuillu et le résineux, c'est quoi à peu près le minimum que vous estimez qui est intéressant? Alors là, la distance, c'était de quelques mètres, hein. C'était au niveau d'un mélange intime à l'intérieur d'un peuplement mélangé, hein. Ok. De la même façon que la présence de haies qui sont en juxtaposition d'un peuplement peuvent avoir une influence sur quelques dizaines ou centaines de mètres, mais pas forcément beaucoup plus. Donc soit il y a un effet barrière vraiment drastique, soit l'effet de réduction de l'apparence physique ou chimique nécessite une proximité importante. C'est pour ça que dans les suggestions de trajectoire de diversification, ce qu'on recherche, c'est ce qu'on appelle encore une fois le mélange intime. Et donc il est difficile au niveau d'une répartition, on va dire, aléatoire, parce que comment aller chercher un chêne, un pin, etc. Donc pour ce faire, on suggère, nous, ces alternances de lignes, une ou deux. Donc ça permet d'avoir une sylviculture facilitée, on peut continuer à les mécaniser si on veut, mais la proximité est maintenue. Ok, merci. Merci pour la présentation. Vous l'avez rappelé, un gros enjeu qui diffère des gestions de la forêt en France et au Québec, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de propriétaires de forêts privées et une grosse réticence vers les nouvelles méthodes que vous avez évoquées. Avec votre recul, quelle est une bonne façon de bien collaborer avec eux et d'avoir un futur plus... en tout cas, une meilleure collaboration avec les propriétaires de forêt? Alors, je pense qu'il y a deux conditions. La première condition, c'est effectivement de travailler avec eux dès le départ, d'où ce concept de laboratoire vivant qui me semble très utile, de façon à ce qu'on comprenne leurs attentes et leurs craintes. Par exemple, en termes d'identité des essences, il faut une essence qu'ils considèrent comme intéressante pour la production de bois, mais aussi éventuellement pour les aménités ou la biodiversité. Donc c'est travailler avec eux dès le départ, mais aussi considérer leurs problèmes propres qui sont au-delà de l'écologie, qui sont économiques et voire culturels, et donc les aider dans la transition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer un changement brutal sans un accompagnement. Alors nous, on peut faire un accompagnement technique, mais ce n'est pas ça l'important, c'est l'accompagnement économique et financier. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les pouvoirs publics financent, aident à la transition. De la même façon que pour passer d'une agriculture traditionnelle à l'agriculture biologique, il a fallu des aides financières. Il faut une aide financière à la transition. Le problème en Europe, c'est qu'on a la politique agricole commune qui facilite ce genre de transition pour les agriculteurs, mais elle ne s'applique pas pour les forestiers. On n'a pas de politique forestière commune en Europe. Donc là, c'est plutôt les États, les régions, mais ça peut être aussi les fondations. Par exemple, nous, les haies, on les a financées avec une fondation qui s'appelle Plantons pour l'avenir, parce qu'on a beaucoup d'investissements des grandes entreprises pour planter des arbres, pour limiter le changement climatique. Et donc, on essaie d'orienter ces subventions de la sphère privée vers des solutions pragmatiques, alors qu'on appelle solutions fondées sur la nature aussi, et qui sont... mais dès lors qu'on démontre l'efficacité, qu'on fait ça pas à pas et que c'est aidé financièrement, c'est plus facile à mettre en œuvre. Bon, c'est tout le temps qu'on avait pour les questions, mais Hervé reste là pour tout le colloque, donc assurez-vous de venir vous présenter, lui poser d'autres questions, discuter avec lui. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut tirer de la présence d'Hervé Jactel ici. Avant de te passer aux conférenciers, aux nouveaux chercheurs réguliers du CEF, on a un cadeau pour nos conférenciers. Oh. Oui, ça va t'aider à naviguer dans tes recherches et tous ces défis que tu nous as décrits. Je vais d'abord te laisser constater la nature du cadeau. Wow. Merci beaucoup. C'est une mini pagaie. Okay. Les pagaies occupent une place importante dans l'histoire des peuples autochtones comme outil essentiel de déplacement sur les lacs et les rivières, facilitant les rencontres entre nations et le partage des savoirs. Offerte en souvenir du colloque du CEF, cette mini pagaie produite par l'entreprise Unkwata de la nation Wendat, juste au nord d'ici,
souligne l'importance des rencontres, du partage des connaissances et des relations durables entre les peuples et va t'aider avec tous nos défis modernes des changements globaux. Merci Hervé. Merci beaucoup pour le cadeau.